Salut tout le monde! Aujourd'hui, dernière vidéo sur Jurassic Park 3, la commentaire numéro 2, qui devait sortir l'an dernier. Pourquoi? Parce que j'avais la flemme. Ah, c'est une excuse valable, hein? Non, sérieusement, après 12 épisodes et puis un commentaire, honnêtement, ce film aujourd'hui me sort par les yeux. Si avant cette critique, je pouvais regarder ce film en rageant un peu, ou pour le lol, aujourd'hui, je ne peux plus du tout. Et c'est la raison pour laquelle je ne ferai pas de critique aussi poussée pour Jurassic Park et le Monde Perdu. Ni les deux Jurassic World, parce que je trouve que c'est des bons divertissements, et j'ai envie de les revoir de temps en temps. Et Jurassic Park 3, si je peux plus le voir, bah c'est pas un mal, je m'en fous. Donc du coup, je vais répondre aux commentaires. Donc je vous avais demandé dans l'épisode 11 de mettre un commentaire sous la vidéo pour que je revienne sur certains points, sur les humains de la série, etc. Contrairement aux dinosaures, j'ai pas eu beaucoup de commentaires sur les humains. Pourtant, bah, aussi bien l'un comme l'autre, ils sont importants pour l'histoire d'un film. Donc, bah, c'est parti. Alors celui-là, je l'ai pas eu en commentaire sous la vidéo 11, mais je l'ai quand même eu sous la vidéo correspondante. Je crois que c'est sous la vidéo d'Alan Grant. Alan et Ellie n'étaient pas en couple dans Jurassic Park. Bah si. Et là, je vois pas comment être plus explicite que dans le film. Le film le dit très bien. Ellie appelle Alan Honey, donc chérie, de temps en temps. Il y a clairement un moment où on voit Alan Grant mettre une main aux fesses de Ellie Sattler. Dans une des scènes coupées, on les voit clairement s'embrasser aussi. Mais je pense que là où c'est le plus clair, c'est vraiment quand Malcolm et Alan Grant discutent dans la voiture lorsqu'ils sont en train de retourner vers le centre des visiteurs, juste avant la fameuse coupure. À propos, le professeur Sattler n'est pas libre, n'est-ce pas? Pourquoi? Dit Alan Grant d'un air agacé. Malcolm le regarde et il comprend. Je suis désolé, vous êtes ensemble? Alan Grant, oui. Ah non, mais là, je veux dire, on peut pas être plus explicite. Hein. Là, je comprends pas les gens qui n'ont pas vu ça lors du premier film. La suite. Alors, la suite, ça concerne les deux morts au début du film de Jurassic Park 3, les deux gars du bateau. Donc, je vous ai dit, je le redis, pour ces deux morts-là, il n'y a pas d'explication. Donc, le Spinosaure, si c'était lui, il faudrait qu'il nage à la même vitesse que le bateau, quelque chose impossible. Et il faudrait qu'il croque d'un seul coup les deux humains en même temps, chose qui est impossible aussi. Je vois vraiment pas comment ça pourrait être possible. Bref, donc je vous ai dit, pour le Spinosaure, c'était pas possible. Mais il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit que c'est peut-être un reptile marin, voire dinosaure marin. Alors qu'on soit clair, dinosaure marin, chez les non-aviens, je précise, ça n'existe pas. Mais reptile marin comme un mosasaure, liopleurodon ou chronosaure et tout, non. Il n'y a rien de ça dans l'univers Jurassic Park, la première saga, en tout cas. Jurassic World a amené un mosasaure, mais sinon, les trois premiers Jurassic Park, il n'y avait rien de ça. Il y a Jurassic Park The Game qui est arrivé bien longtemps après, qui a foutu un tylosaure ou un mosasaure, je ne sais plus lequel. En termes de film et de continuité, rien n'a été engagé, en tout cas dans les premiers films, pour qu'il y ait un reptile marin à ce moment-là. Et ça poserait en plus d'autres problèmes. Pourquoi le reptile marin en question reste-t-il près de Isla Nublar ou Isla Sorna? Je veux dire, il a tout l'océan pour lui tout seul, pourquoi il va pas au large? Le deuxième problème, c'est comme le Spinosaure, il faudrait que le reptile marin aille à la même vitesse que le bateau, et qu'il chope les deux humains en même temps, sur le bateau. Chose impossible. D'autres m'ont dit que c'est peut-être les ptéranodons, puisqu'il y a des ptéranodons à la fin du Monde Perdu qui sont en liberté. Là aussi, ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. Premièrement, ces ptéranodons en question, pourquoi se sont-ils pas barrés de l'île? Regardez, à la fin du Jurassic Park 3, les ptéranodons, une fois en liberté, ils font quoi? Ils prennent le large. Littéralement. Deuxièmement, c'est le même problème que pour les reptiles marins et le Spinosaure. Il faudrait que les ptéranodons aillent à la même vitesse que le bateau pour bouffer les humains. Et ensuite, troisième point qui va pas, pourquoi les ptéranodons chasseraient uniquement dans la brume? Déjà, c'est un peu bizarre, hein, c'est pas non plus des reptiles volant de la brume, mais bon, c'est pas grave. Mais surtout, pourquoi ils auraient uniquement attaqué les deux gars du bateau et pas Ben et Eric qui sont sur le parachute? C'est une question qu'on pourrait se poser. Malheureusement, sur ce point, j'insiste bien, sur ce point des ptéranodons du Monde Perdu, il n'y a aucune continuité entre le Monde Perdu et Jurassic Park 3. Pour ce point-là, Spielberg voulait absolument montrer des ptéranodons. Mais il voulait pas faire une scène qui tournait autour des ptéranodons parce qu'il l'avait laissé à Josh Houghton pour le troisième opus, justement. Mais il voulait quand même en montrer un. Et c'est ce qui fait qu'on voit, justement, à la fin du Monde Perdu, on voit un ptéranodon se percher sur une branche. Bon, on saluera également le fait qu'il ait pas de dents.
Hein. Et ensuite, ça pourrait pas être les pteranodons de Jurassic Park 3. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfermés dans la cage. Et encore une fois, il faudrait qu'ils mangent uniquement ceux qui sont dans la brume et pas les deux sur le parachute, ce qui est complètement débile. Et ce qui serait encore plus débile si c'était vraiment eux, ça voudrait dire qu'ils ont ouvert leur cage, mangé les 2 humains de la brume, rapporté les humains dans leur cage et fermé la porte derrière eux. Non, c'est juste qu'il faut arrêter de trouver des excuses, il n'y en a aucune. Les entrées en matière des films Jurassic Park, ça a toujours annoncé plus ou moins tout le film à côté. Jurassic Park, l'entrée en matière, ce serait pas mal que j'en fasse une vidéo de l'entrée en matière de Jurassic Park. Mais en bref, vous avez un maximum de sécurité, ça montre que tout est sous contrôle et que finalement un incident se produit et qu'il y a quelqu'un qui meurt. Finalement, vous avez beau avoir mis le paquet sur la sécurité, il y a quand même quelque chose qui échoue. Et ça annonce tout ce qu'il va y avoir dans le film. John Hammond, toute l'équipe de InGen et compagnie disent bien on a mis le paquet sur la sécurité, blablabla. On insiste lourdement là-dessus. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Un problème de sécurité, les dinosaures s'échappent et il y a des morts. Jamais vous n'avez le contrôle, c'est ça l'illusion. Le monde perdu, c'est un peu dans le même style. La famille au début, vous avez le père, la mère et la petite fille. Bon, plus le personnel, mais ça on s'en fout un peu. Vous avez la petite fille qui découvre les dinosaures avec une grande passion, etc. Vous avez la mère qui est extrêmement inquiète, qui s'inquiète énormément pour son enfant, est-ce qu'il n'y aurait pas de serpent sur la plage, tout ça. Et le père qui est serein, confiant, sûr de lui, et qui rassure sa femme. Quand la petite fille se fait attaquer, les 2 parents vont justement aller la sauver. Il y a le père qui va clairement se jeter dans la mêlée et la mère qui va crier. C'est assez intéressant parce que en fait, la petite fille, ça représente plus ou moins Sarah Harding qui est passionnée par les dinosaures mais qui peut se faire mordre la main aussi. Vous avez le père qui est plus ou moins Nick Van Owen qui est sûr de lui et qui n'hésite pas à taper là où ça fait mal. Et la femme, elle est aussi inquiète que Ian Malcolm. C'est pas pour rien qu'on enchaîne du cri de la femme à un bâillement sur Malcolm. Voilà, c'est une petite analyse rapide que j'ai faite. Pour Jurassic Park 3, l'entrée en matière, c'est vous avez quelque chose de banal qui se produit, voilà, mystère, pas de dinosaures en vue, etc. Ça rentre dans la brume, il se passe un événement, vous n'avez pas de réponse et vous avez la catastrophe qui s'ensuit. Voilà, donc en gros, l'entrée en matière de Jurassic Park 3, j'ai l'impression que c'est attendez-vous à ne pas avoir de réponse. Voilà, bon, il y en a beaucoup qui seront pas d'accord avec ça, mais bon, c'est pas grave. Dernier point sur ce point, quelqu'un qui me dit j'ai toujours pensé qu'ils étaient tombés à l'eau. Enfin, plutôt leur corps. Ouais, enfin, les 2 gars du bateau sont pas non plus descendus du bateau pour s'hydrater un peu ou se baigner. Il y a quand même la voile qui est déchirée et avec du sang. Donc il s'est quand même passé quelque chose. À moins que ce soit un des 2 gars qui ait voulu assassiner l'autre et que dans la mêlée, ils sont tombés à l'eau, effectivement. Bon. Vous pouvez mettre n'importe quoi dessus, mais bon, c'est pas grave. Bon voilà, 2 gars du bateau, il n'y a aucune explication logique sur cet événement. Donc on va passer à la suite. Je ne pense pas que ce soit les raptors qui bouffaient Ben, car dans Jurassic Park 1, rappelons-nous de la vache, donnée en pâture à nos bébêtes préférés, il ne reste rien, à peine ce qui permet de descendre dans l'enclos. Donc même s'il est un peu en hauteur, je pense que les dinos l'auraient facilement fait descendre, après je n'en sais pas plus. Je dirais facilité d'écriture dans un scénario nul, mais ça n'engage que moi. Oui, effectivement, la vache dans Jurassic Park, c'est voulu. C'est voulu, parce que en fait, on a vu un épisode horrible avec le raptor, avec Geoffrey qui se fait dévorer. Juste avant cette scène, on voit la scène toute mignonne avec le bébé raptor. Honnêtement, on est plus dans le mood de Alan Grant, fasciné et émerveillé par les dinosaures. Les raptors, en plus, c'est son centre d'intérêt. C'est son centre d'intérêt. Il n'est pas effrayé par les vélociraptors, il est émerveillé, fasciné. Donc la scène avec la vache, elle ne doit pas être une scène horrifique. Elle est horrible quand on y réfléchit, mais quand on se met à la place des personnages, ils sont plus fascinés qu'autre chose. La vache descend dans l'enclos. Vous avez l'attaque qui se produit. Bon, voilà, vous entendez des cris, etc. Les raptors, d'ailleurs, on les voit pas du tout. On voit juste du mouvement dans les feuilles. On entend juste la vache qui hurle et on entend également les raptors qui se jettent dessus. Vous avez le discours de Muldoon, etc., qui vient un peu enchérir comme quoi les raptors sont malins, ils sont mortellement dangereux à l'âge de 8 mois, ils peuvent atteindre la vitesse d'un guépard, 80 à 100 km/h en liberté. Bref, on est vraiment dans le mode fasciné. En tant que paléontologue, fasciné par les vélociraptors. Donc le treuil, quand il remonte, il est en lambeaux, mais il y a quasiment pas de sang dessus. Le fait qu'il n'y ait pas de sang dessus, ce n'est en soi pas logique, parce que les raptors sont féroces, ils ont certainement mis en charpie la vache, mais il y a quasiment pas de sang dessus. On est dans le mode où on est fasciné. Et dans le mode Jurassic Park 3, on est plus dans le mode à réagir comme Amanda Kirby, être effrayé par le cadavre. Même si on a peur sur le coup, mais qu'on réagirait pas de manière aussi hystérique qu'elle, mais bon, c'est pas grave. Après, faut la comprendre, c'est son petit copain.
Enfin non, ah non, c'est vrai qu'elle s'en fout complètement de son copain à ce moment-là. Donc non, il n'y a pas vraiment d'explication. Donc du coup, je vais continuer sur ce point-là. Ben était coincé et lorsqu'il a vu les raptors attirés par le bruit, il a dit à Eric de fuir. Ben n'a pas eu le temps et s'est fait dévorer par les raptors. Eric, lui, a dû fuir jusqu'à sa cachette. Alors, c'est à la fois logique et pas logique. Logique dans le sens, c'est ce que n'importe qui ferait, mais c'est pas logique dans le sens où les raptors, c'est les champions de la course. En forêt ou pas, ils auraient rattrapé Eric en moins de 2. Ça, c'est sûr. Ce que je pense, c'est que Ben a dû voir les raptors, effectivement. Il n'arrivait pas à se détacher, il était coincé ou je sais pas quoi. Et Eric a grimpé rapidement dans l'arbre où il était accroché. Et une fois que les raptors ont fait leur affaire, il a été traumatisé évidemment. Et par respect pour lui, là ça concerne plus un rite semi-funéraire, donc faudrait appeler limite le Bizarrium ou l'Arabones pour ça. Je pense que c'est même peut-être Eric qui a mis le cadavre de Ben dans l'arbre pour éviter qu'il se fasse encore plus déchiqueter. Ça pourrait être logique, mais je comprends pas. Enfin, si les raptors ont vu Eric, je comprends pas pourquoi ils ont pas monté la garde pendant un certain laps de temps. Donc ce qui ferait que Ben a vu les raptors approcher, Eric est monté très vite dans l'arbre et il a eu le temps de pas se faire voir. Mais c'est tout. J'ai pas d'autre explication pour ce point-là. Pourquoi pour toi Amanda elle est insupportable? CF épisode 8. Pour Yodeski, il avait la bonne idée d'utiliser les piles d'une lampe de poche pour réactiver la caméra, qui normalement devait être HS à cause de l'humidité. Oui, tout à fait. En fait, en soi, le personnage de Yudeski est intelligent. Franchement, j'aurais vraiment aimé qu'il survive dans cette catastrophe, mais bon, c'est pas grave. Mais effectivement, oui, c'est un détail, mais qui est important. Du côté de Nash, quand le Spino le fait tomber par terre, le type devait tomber la tête la première, se blessant donc mortellement. Or, il tombe dans la flaque, la jambe la première. Oui, effectivement, c'est un faux raccord, mais un faux raccord qui s'explique de manière cinématographique. Il y en a beaucoup qui m'ont accusé de mauvaise foi, mais quand je réfléchis aux certaines scènes du film, en l'occurrence ce petit détail-là, j'arrive à trouver une excuse cinématographique, en espérant que ça a été fait de manière volontaire. Nash, s'il était tombé la tête la première sur le sol, il serait mort sur le coup. Ça aurait été brutal, mais sans plus. Là, en l'occurrence, il survit à sa chute, il rampe sur le sol et c'est le Spino qui le tue devant les autres. Ce qui rend la mort de Nash encore plus brutale. Ce faux raccord existe, c'est pour rendre la mort de Nash encore plus brutale. Un peu de l'acharnement aussi. Les 3 mercenaires, ils savaient que les Kirby ne voulaient pas seulement survoler l'île, mais est-ce qu'ils savaient que le chèque était bidon? Et si oui, qu'est-ce qui les motive à aller sur cette île? Non, pour les mercenaires, en général, ils se font payer d'avance. Au moins en partie. Je dis pas ça parce que j'ai essayé d'embaucher des mercenaires. Pas du tout. Quand vous regardez déjà de base, vous voyez que Paul Kirby et Amanda Kirby, ils sont pas du tout pauvres. Ils en sont très très loin d'être pauvres. Mais lors des discussions avec les Kirby, on apprend que Paul Kirby et Amanda Kirby ont racheté souvent des voitures. Je veux dire, même si vous avez une très bonne assurance et que vous êtes responsable, etc., vous rachetez pas des voitures, 3 voitures en 4 ans ou je sais pas combien. Non, moi honnêtement, la voiture que j'ai, elle m'a coûté quand même relativement cher et c'est un crédit sur 5 ans. Hein. Donc j'aimerais pas dire, mais à mon avis, c'est des gens assez aisés. D'autant plus que Paul Kirby a une entreprise. Kirby Peinture et Plus, le plus c'est pour les installations sanitaires, etc. Mais merde, c'est une entreprise qui doit fonctionner. Installation sanitaire, carrelage, peinture. Désolé, mais à mon avis, c'est une entreprise qui est florissante. Et comme toute entreprise, au moins aux États-Unis, elle a des actions. Donc des parts qu'elle peut vendre, pouvoir faire des trucs. Bon, il n'est pas impossible que Kirby ait vendu des parts de son entreprise aux mercenaires pour les payer. En tout cas, non, à mon avis, il les a payés avec du vrai argent ou du cash ou par chèque, j'en sais rien. D'ailleurs, on ne sait même pas si les mercenaires ont été payés par chèque ou avec du cash. Et je pense à mon avis que ça doit être du cash. Donc si c'est du cash, à mon avis, Kirby doit avoir les moyens. Et dernier point là-dessus, il y a Yudeski également, qui n'est pas con. Oui, effectivement, ses services sont payants, mais il est sensibilisé par l'histoire des Kirby. On le voit très bien quand ils viennent de se cracher et poursuivis par le Spino, le T-Rex et tout. Juste après, il y a les Kirby qui demandent à Yudeski, qu'est-ce qu'on fait? Yudeski, la première chose qu'il répond sans réfléchir, c'est « Nous recherchons votre fils ». Il est impliqué. Rien, depuis la catastrophe et la mort de ses 2 compagnons, il n'y a rien qui force Yudeski à continuer ce contrat. Et pourtant, la première chose qu'il dit, c'est « on sauve votre fils ». C'est pour ça qu'en soi, Yudeski était un personnage hyper intéressant. Et ils l'ont tué comme une merde. Bon, bref, du coup, non. La motivation, Yudeski, il en a une. Les 2 autres mercenaires, je pense que c'était uniquement pour le cash, la cash-money. Mais Yudeski, il a une autre motivation, c'est d'être quelqu'un de bien et de sauver un enfant des griffes des dinosaures. Next. Allez, dernière chose comme ça, on va... dernière question qui est divisée en 2. Quel personnage aimerais-tu être? Ça aurait été mieux que les mercenaires restent en vie à la place de Amanda. Malgré ce que je pense du personnage d'Amanda,
ça reste logique qu'elle reste en vie à la fin. Le thème central de Jurassic Park 3, c'est la famille. Rien de plus. Tuer un des deux parents Kirby ou le gamin, c'est pas une belle valeur états-unienne. Une famille détruite. Donc non, il faut impérativement que les deux parents survivent et le gamin aussi. Donc malheureusement, non, c'était parfaitement plus logique qu'Amanda survive. Par contre, Yodeski, il aurait mérité de survivre, carrément. Et enfin, la dernière partie de cette question, quel personnage aimerais-tu être? Quel personnage j'aurais aimé être dans Jurassic Park 3? Clairement, sans hésiter, l'Odilophosaure. Mais il apparaît pas dans le film. Ouais, c'est pour ça. Voilà, c'était le dernier épisode consacré à Jurassic Park 3. Maintenant, je n'en parle plus. C'est fini, Jurassic Park 3, j'en ai ras-le-bol. Je ferai certainement peut-être des petits épisodes à l'occasion sur une analyse de scène de Jurassic Park ou Le Monde Perdu, parce que franchement, il y a vraiment matière à dire. Donc ne vous attendez pas à une critique aussi poussée que Jurassic Park 3. C'est clair et net que c'est non. Bon, j'espère que cet épisode, après un an d'attente, vous aura plu. Il est même plus que certain que beaucoup avaient oublié que je devais faire ce truc-là. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Facebook, Twitter, le Discord de Paléosphère qui est également dans la description de cette vidéo et également un petit tour sur Utip pour aider la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, bonne fête de fin d'année, que l'évolution soit avec vous.